On va peut-être juste mettre le PowerPoint en place. Donc j'ai le plaisir de vous emmener pendant une petite dizaine, quinzaine de minutes dans les îles du Détroit de Torres, tout à fait au nord de l'Australie. Région assez extraordinaire. L'Australie représente à peu près 14 fois la taille de la France. Les îles du Détroit de Torres se situant juste au nord-est de l'Australie. 274 îles à peu près, réparties sur un territoire de 45 000 km². On pense qu'à l'endroit le plus étroit du détroit, on a à peu près 150 km de distance. Il y a à peu près 200-300 km de part et d'autre de cette ligne mitoyenne. Au sud, évidemment, l'Australie, la presqu'île, la péninsule du Cap York, avec ici la grande barrière de corail. Et au nord, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Certaines îles, d'ailleurs, font partie administrativement encore de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jusqu'à 8000 ans à peu près, le détroit de Torres c'était une sorte d'isthme qui reliait la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Australie. Et puis les océans sont levés. Les îles aujourd'hui sont la partie immergée qui reste de cet isthme-là. 5 groupes d'îles constituent les îles du Détroit de Torres. Les îles les plus proches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont plutôt des îles de mangroves, de palétuviers. Les îles de l'Est sont des îles plus volcaniques. Celles qui sont plus proches du continent regroupent une partie de la population du détroit aujourd'hui. Il y a à peu près 8000 personnes, 6 à 8000 personnes qui vivent encore sur les îles du Détroit de Torres aujourd'hui. L'île d'Eroub, d'où vient Ken, se situe dans la partie orientale du détroit, alors que Alik, que vous verrez dans quelques instants, ainsi que les Ougubal Dancers, viennent de l'ouest de l'île de Badou. Vous avez dans les collections, d'ailleurs, des œuvres à la fois d'Alik Tipoti, qui vient de cette île-là, mais aussi de Denis Nona. Vous avez vu le grand dugong présenté dans les collections, qui viennent donc de Badou. 5 groupes d'îles, 5 groupes linguistiques totalement différents. Ken vient de chanter en Meriam Mir, Alik chantera en Kala Lagoyo. Chaque langue a vraiment ses spécificités. Les îles de l'Est et les îles de l'Ouest étaient d'ailleurs traditionnellement rivales. Beaucoup d'échanges avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parmi les échanges qu'ils aimaient bien faire, c'était les têtes coupées. Vous en verrez tout à l'heure. Vous ne risquez plus rien. A priori, on est à peu près tranquille aujourd'hui. Mais c'était très important parce que pour aller d'une île à l'autre, il fallait pouvoir se mouvoir. On avait donc besoin de canoës. Or, la plupart des îles, notamment l'île de Badou, qui est une île de basalte et de granit, avait très peu de végétation appropriée pour construire des grands canoës. Donc la meilleure façon, c'était d'aller voir nos petits amis papous et d'échanger des crânes d'ennemis, généralement des crânes venant de l'Est, et on achetait comme ça des canoës. Donc en fonction de la valeur des guerriers, on pouvait avoir des canoës plus ou moins grands. Donc 2 ou 3 têtes, ça dépend. On peut faire un test ce soir, on demandera à Alik s'il peut mettre un prix sur votre tête pour savoir combien de canoës on pourra acheter ce soir. Le détroit de Torres est représenté par ce symbole, ce drapeau. Au milieu, c'est la coiffe traditionnelle. Vous verrez les danseurs en porter tout à l'heure. Et évidemment, les toiles qui sont liées aux constellations. En 1871, les missionnaires sont arrivés sur l'île d'Eroub et sont venus à ce qu'on appelle l'arrivée de la lumière, the coming of the light. Vous avez vu d'ailleurs ce soir que Ken est très croyant. Ça fait partie intégrante de son œuvre, comme pour beaucoup d'insulaires du détroit de Torres. Il y a une sorte de syncrétisme religieux qui s'applique au détroit de Torres. En Australie, 2 communautés autochtones, 2 communautés aborigènes. Vous savez que le mot aborigène signifie les peuples des origines, ab origine. Vous avez donc 2 populations aborigènes en Australie. Les aborigènes avec le A majuscule, qui sont les aborigènes de la pleine terre et du nord de l'Australie, et les insulaires du détroit de Torres, qui eux sont de culture mélanésienne. Donc 2 cultures totalement différentes. Et ce soir, nous nous intéresserons donc principalement au peuple du détroit de Torres. Alors là, on est loin du détroit de Torres, on se retrouve à Monaco. Donc c'était un grand saut de 400 personnes à Badou ou à Eroub pour arriver à Monaco. Comme le disait
Hélène tout à l'heure, on a eu la chance d'être invité par le Musée océanographique à réaliser une très grande exposition sur le thème de l'Australie, de l'Océanie et des peuples de la mer. Et donc cette semaine, le prince Albert a inauguré cette exposition qui présente plus de 50 artistes différents. Et j'ai eu la charge d'un des volets de l'exposition qui était sur la défense des océans. Avec cette exposition Tabanaba, donc maintenant, j'ai vu que vous étiez parfait pour rejoindre les troupes d'enfants qui ont performé cette semaine, et vous avez tout à fait les gestes appropriés. Moi, je n'y arrive pas encore, mais voilà. Et donc, on a investi ce musée avec différentes installations sur le parvis du musée, sur la façade, avec ici des crabes qui escaladent la façade, ou encore des œuvres à l'intérieur du musée, ainsi que sur le toit. Donc, la défense des océans, au cœur de l'art des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. C'est une exposition qui va avoir lieu jusqu'au 30 septembre et peut-être même prolongée suite à une demande express du directeur hier. Donc, on verra si c'est le cas. Mais là, évidemment, le détroit. Donc, on est très proche de la barrière de corail. L'île la plus proche, Héroub, se trouve à une vingtaine de kilomètres de la barrière de corail. On est donc dans un univers absolument extraordinaire où l'homme vit en harmonie totale avec la mer. Ce sont des peuples de la mer. Et dans toutes les œuvres des artistes du détroit de Torres, vous avez deux éléments qui reviennent en permanence. Ce sont les divinités marines, les animaux marins, mais aussi les constellations. Il est très important de se repérer en navigation. Ce sont des peuples navigateurs. Et on a donc un environnement absolument exceptionnel, constitué d'énormément de petites îles, mais seulement une quarantaine sont habitées et une quinzaine sont vraiment des îles principales. No comment. Il n'y a pas encore de Club Med installé dans le détroit de Torres. D'ailleurs, quelqu'un me disait hier, c'est formidable, il y a des petits motels absolument crapouilleux, à $200 la nuit, parce qu'évidemment, tout est cher dans le détroit. Donc si vous voulez faire un petit vol d'avion pour aller d'une île à une autre, c'est très sympa, mais il faut casser un peu sa tirelire, même pour les habitants. Parfois, c'est un petit peu un problème. Donc, ils prennent en fait leur canoë, mais on ne parle pas en distance dans le détroit de Torres. On ne parle pas en temps, on parle en litres de d'essence qu'il faut pour aller d'un endroit à l'autre. Donc, je demandais tout à l'heure à Ali combien de temps il fallait pour aller de Badou jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il m'a dit il faut 3 bidons. Ça dépend du temps, en fait. Ça se joue vraiment en fonction des vents. Il y a 4 vents principaux dans le détroit de Torres. Et ces vents font vraiment partie de la mythologie du détroit. L'île de Ken, donc Ken vit aujourd'hui à Cairns, mais il est originaire donc d'Héroub, et cette petite île de 400 personnes aujourd'hui est évidemment entourée de fonds coralliens absolument magnifiques, et c'est vraiment la vision que vous avez lorsque vous volez au-dessus des détroit, c'est d'avoir ces petites escarpements rocheux, et puis ensuite, hop, ça tombe à pic dans la mer, avec des fonds marins, évidemment, absolument magnifiques. C'est un pays où l'on trouve des espèces protégées extraordinaires. Évidemment, le dugong, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi les tortues marines qui vivent qui foisonnent dans cette région. Le drapeau du détroit de Torres est composé de jaune, de bleu et de vert. Le jaune, le soleil, le bleu, la mer, et le vert, évidemment, ce sol fertile. La danse et la musique sont au cœur même de la culture du détroit de Torres. Et tous les insulaires ont des danses traditionnelles, notamment avec ces masques à danser, des machines à danser. On les porte sur la tête et ce sont des masques articulés. Chaque île va avoir son type de représentation, son type de forme de masque. Ici, un masque requin, un masque bésame, le requin traditionnel des îles de l'Est du détroit de Torres. Dans les collections du musée des Confluences, vous avez un très beau masque danse machine, et on voit ici comment il est porté par les danseurs lors des cérémonies. Toujours articulé, donc le mouvement est important, le mouvement de la danse évidemment, mais aussi la gueule du requin qui va s'ouvrir et la coiffe qui va tourner dans tous les sens au-dessus de la tête. Réalisé par Ken ici en bambou et plumes, les plumes sont découpées, on retrouvera ces plumes sur les coiffes cérémonielles qu'on appelle donc les dari. Et l'œuvre que vous connaissez certainement, qui est celle du musée des Confluences, où l'on voit non seulement les plumes
d'oiseau qui symbolise aussi l'écume des vagues et aussi la bouche articulée, ce requin qui bouge dans tous les sens, le requin marteau en haut, et puis les sardines, beaucoup de sardines, les bancs de sardines qui aussi s'articulent. Et donc, imaginez le mouvement du corps en train de danser et la coiffe en train d'être articulée, c'est assez impressionnant. Donc, Héroub, Ken, que vous avez fait la connaissance, et en arrière-plan, une coiffe cérémonielle de grande dimension qui avait été réalisée à Sydney lors d'une exposition importante. Ken aime beaucoup les machines articulées. Il aime beaucoup ce mouvement, il aime beaucoup le volume. C'est un sculpteur avant tout. Et c'est quelqu'un qui réalise des sculptures en 3 dimensions assez futuristes. Et j'aime beaucoup cette installation où l'on voit à gauche des daris avec les étoiles filantes qui sont représentées, donc les daris, les fameuses coiffes cérémonielles, les nasses à poissons traditionnelles du détroit de Torres. Et à droite, on a l'impression de machines un peu comme des goldorak là, en train d'être articulées ou réarticulées, qui sont ces fameux masques de danse aussi. Beaucoup d'inventivité dans le travail de Ken, toujours la présence des poissons repris en découpe, qui sont les découpes traditionnelles du détroit de Torres, et ici la main de Dieu qui tient, c'est une main un peu stylisée, hein, il y a 3 doigts ou 4 doigts, mais qui tient la coiffe cérémonielle et reprise toujours avec ces systèmes d'articulation qu'on retrouve partout, donc les choses bougent dans tous les sens. Au milieu, la représentation de l'île d'Héroub et 2 coiffes cérémonielles représentées un peu comme une balance de la justice, représentées de part et d'autre. Le détroit de Torres a joué un rôle considérable dans l'histoire de l'Australie, notamment dans les revendications territoriales. Vous savez que lorsque le capitaine Cook a débarqué en Australie à la fin du XVIIIe siècle, il a considéré que l'Australie était une terre vierge, sans habitants, terra nullius. Il a fallu attendre 1992 pour que le concept de terra nullius soit aboli. Et ceci grâce à Eddie Mabo, qui était un insulaire du détroit de Torres, de l'île de Mer, qui est allé devant les tribunaux, devant la Cour suprême, et qui a fait annuler ce concept de terra nullius. Et depuis lors, on considère que l'Australie a été peuplée bien avant l'arrivée des Occidentaux. Très belle représentation d'un danseur avec son dari traditionnel, ses plumes découpées, et ici, les 3 étoiles filantes qui représentent donc le rapport aux constellations. C'est à partir de cette mythologie du dari et de ces étoiles filantes que Ken a réalisé pour le musée de Monaco, pour le musée océanographique de Monaco, une œuvre monumentale composée de 3 coiffes cérémonielles, de 3 daris. La coiffe centrale qui représente presque 7 mètres de haut et les coiffes latérales qui font à peu près 5 mètres chacune. Les étoiles filantes que l'on retrouve de part et d'autre des petits daris. La représentation des espèces animales et puis ici les plumes d'oiseaux qui sont de grande dimension sur ce mur gigantesque, puisque là on a une hauteur de 15 mètres de haut au musée. C'est un établissement absolument extraordinaire, mais avec des volumes très majestueux. Donc voici l'œuvre qui a été prise en photo cette semaine, réalisée en collaboration avec un artiste de Sydney qui s'appelle Jason Christopher, qui a mis en volume, en métal, cette composition de Ken, très spectaculaire sur ce mur. On voit Ken ici, avec de nouveau la coiffe cérémonielle, réalisée ici en aluminium et plexiglas, où l'on retrouve à la fois les plumes, parce que trouver des plumes de cette dimension-là, c'était un peu compliqué, et bien sûr la présence à la fois des 3 couleurs, le bleu, le jaune et le vert du détroit de Torres, le soleil, et ici l'église centrale dans l'art de Ken. Là, ce sont ce qu'on appelle des frégates, annonciateurs du beau temps. En fonction du mouvement d'ailleurs des frégates, on sait comment vont tourner les éléments. Cette bestiole-là ne fait pas partie de l'œuvre, mais elle fait partie du musée. La spécificité du musée océanographique de Monaco est d'avoir des squelettes extraordinaires, des objets de collection assez particuliers. Et on intègre donc les expositions contemporaines au sein des collections. Donc c'était un peu un challenge d'ailleurs pour cette exposition. Et là, les visiteurs sont donc invités à traverser le Dari pour entrer dans le salon Océanomania qui se trouve derrière. On retrouve ces paysages complètement
paradisiaque, ces îles avec ces fonds sublimes. Voici à quoi ressemble l'île de Badou, d'où est originaire Alik et d'où est originaire également Denis Nona. Denis Nona, vous le connaissez pour avoir vu donc dans les collections cette œuvre-ci, le dugong avec la mère dugong à Poukaz, c'est la mère et son bébé. Sur le corps du dugong, c'est donc un mammifère marin herbivore qui broute les prairies marines, mises en danger aujourd'hui par la pollution humaine, de gros problèmes dans la région du détroit de Torres notamment. Le dugong a une importance totémique forte pour les populations du détroit. La chasse au dugong est très réglementée, mais elle fait partie aussi des usages traditionnels des insulaires, qui vont souvent la chasser lors des nuits de pleine lune, des nuits au contraire de nuit noire, et lorsque la constellation du requin, qui est une constellation importante dans le ciel, prend sa place. On voit ici, sur le dos du dugong, une représentation d'ailleurs d'un requin. On le voit légèrement ici. On voit l'œil du requin ici. La chasse au dugong est très importante. Elle fait partie de tous les rituels du détroit de Torres. Les rituels les plus importants étant notamment le rituel associé au premier rasage. Donc lorsqu'on est adolescent, la première fois que l'on va se raser, il y a une cérémonie très importante qui est associée et on va aller chasser le dugong. Pour chasser le dugong, le premier à l'avoir chassé s'appelle Cécéré, l'ancêtre de l'île de Badou. Cécéré, on le voit en train de dormir ici, il est en train de rêver et il va aller préparer son natte. Le natte, c'est la plateforme de pêche qu'il faut installer le soir, tranquillement, pas faire de bruit, attendre que les dugongs qui étaient là dans la journée soient repartis avec les mouvements descendants de la marée. On va créer cette plateforme en bambou et puis le pêcheur, ici en l'occurrence l'ancêtre Cécéré, vient s'installer, reste assis et attend que les dugongs reviennent. Donc on attend plusieurs heures. Il faut vraiment que la nuit soit très noire et ne faire aucun bruit. Les dugongs ont une très très bonne audition. Et puis lorsque les dugongs reviennent, on va les harponner et ensuite on va essayer de les prendre. C'est très 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 physique la chasse aux dugongs. Les dugongs sont énormes et donc lorsqu'on les harponne, évidemment, il faut suivre le mouvement. Une fois qu'on a attrapé le dugong, on va le couper en morceaux et il y a différentes méthodes pour le cuire, soit à la casserole, soit au four à l'étouffer, soit on le fait sécher, comme on le voit ici. Bien sûr, évidemment, lorsqu'on a d'aussi bonnes choses dans son garde-manger, ça attire la convoitise des voisins et généralement des autres îles qui viennent parfois déguisés ici en chiens sauvages, viennent voler les bouts de dugong. Évidemment, les insulaires n'aiment pas trop ça, donc les locaux, lorsqu'on vient leur voler du dugong, ils vont sonner dans cette conque qu'on appelle le bout. Tiens, il y en a une qui est justement ici. Et qui va permettre d'appeler à la guerre. Et comme ça ne rigole pas dans le coin, une fois qu'on a appelé à la guerre, on prend sa masse d'armes et hop, on part à la guerre. Simplement, évidemment, comme on a des figures ancestrales, elles ont des pouvoirs magiques et elles peuvent se transformer en oiseaux et du coup s'envoler pour échapper à tout cela. Donc les histoires du détroit de Torres sont des histoires sans fin, avec énormément d'aspects mythologiques. Ici, on a une autre gravure des collections du musée de Denis Nona, où l'on voit la saison des tortues, la saison des amours des tortues. C'est au mois de septembre. On a un calendrier lunaire et on voit que dans le ciel, c'est la période de la constellation du pélican. C'est le moment où le pélican est droit sur ses pattes. Pendant l'année, cette constellation existe dans le ciel. On la retrouve d'ailleurs un petit peu partout. Vous voyez, on a le détour du pélican ici. On le retrouve aussi ici, la tête en bas. Mais la bonne période pour la saison des amours, c'est lorsque le pélican est droit sur ses pattes. C'est ce qu'est en train d'expliquer cet initié à 5 jeunes
novices. On voit que ce sont des peuples de la mer. Hein. Regardez, les genoux de l'initié sont en tête de poisson pour bien montrer l'osmose qu'il y a entre les insulaires du détroit de Torrès et leur environnement. Attention, hein, parfois quand vous faites du cabotage, quand vous êtes en canoë et que vous atterrissez sur une île qui n'est pas la vôtre, que vous échouez sur cette île perdue, vous allez laisser des traces de pas sur votre passage. Et quelqu'un de peut-être un peu mal intentionné pourra vous retrouver et venir vous fracasser la tête. Les requins ne sont jamais très loin dans le détroit. Toutes ces œuvres font partie des collections du Musée des Confluences, qui est probablement l'une des institutions les plus importantes au monde, en tout cas l'une des institutions au monde à avoir l'une des collections les plus importantes du détroit de Torrès. On a ici des œuvres exemplaires, notamment cette œuvre-ci, qui aurait pu être montrée en même temps que la chanson Tabanaba, puisqu'elle représente justement le récif et elle représente les vagues boxeuses. On dit qu'au moment qu'il faut faire très attention au mouvement des vagues et au courant dans le détroit, notamment avec les barrières de corail qui arrêtent les vagues, mais qui ensuite créent des mouvements, des courants très particuliers. Beaucoup de médecine traditionnelle dans le détroit de Torrès, notamment une pommade que l'on réalise par exemple avec du gras de dugong. Cette œuvre-ci s'appelle Kerker. Il y a aussi un détail, une finesse de représentation assez exemplaire. La queue du dugong, on va la couper et on obtient une sorte de graisse qui va entrer dans la composition des crèmes curatives. Et très belle représentation d'une tortue, Waru, la tortue du détroit de Torrès. Très belle œuvre de Denis Nona, qui a gagné, d'ailleurs avec cette œuvre-ci, le premier prix d'art aborigène il y a quelques années en Australie. Graveurs, sculpteurs, les insulaires du détroit de Torrès ont toujours gravé. C'est pour ça qu'ils sont passés si facilement de l'art de la gravure sur bois, gravure des canoës, gravure des pagaies, à des gravures, à des œuvres en bronze, bronze sculpté comme ici chez Denis. C'est une œuvre qui est en Arabie Saoudite aujourd'hui. Dans le détroit de Torrès, vous avez une grande diversité de cultures. Vous avez des gens qui sont vraiment restés dans leur tradition et qui cultivent cette tradition, et d'autres qui s'en éloignent pour justement essayer d'en tirer une sorte de quintessence. Le travail de Robinson est intéressant, avec ici ces poissons en aluminium qui sont en acier, travaillés un peu comme des origamis et qui font référence à la culture du détroit de Torrès. Lui aussi reprend cette technique des linogravures, mais en le retravaillant évidemment d'une autre manière. C'est quelqu'un qui a une réflexion assez poussée sur ses origines. Il vit à Cairns, il a un mélange culturel, et il s'est intéressé à cette culture traditionnelle de la linogravure avec les motifs insulaires, mais en y ajoutant évidemment des livres sur l'art océanien, sur l'art primitif. Donc c'est un peu une réflexion sur comment les Occidentaux voient le monde insulaire. Et ici, on voit que tout le monde occidental s'écroule, alors que le monde insulaire prend le dessus. J'aime bien cette représentation de ce vaisseau extraordinaire. C'est donc Brian qui a eu l'idée d'installer sur la façade du musée océanographique ces crabes géants qui sont en train de gravir la façade et qui ont été installés la semaine dernière par des cordistes. Assez incroyable d'ailleurs quand on les voit en train de manipuler. Les voilà en place. Un des drames qu'il y a en Australie aujourd'hui, c'est évidemment la pollution liée aux filets de pêche, ce qu'on appelle les filets fantômes. Ces filets qui viennent principalement d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, abandonnés par les chalutiers, volontairement ou involontairement. Vous connaissez les filets dérivants qui font parfois jusqu'à 20 km de long. Ces filets sont parfois coupés par les hommes ou s'accrochent simplement au fond et ensuite viennent étrangler les animaux marins, notamment les tortues. Et c'est un vrai problème. Et pour répondre
ou en tout cas pour interroger le public et pour faire prendre conscience de ce drame, certaines communautés qui retrouvaient des filets de pêche, des kilomètres de filets de pêche sur les plages. On voit ici un animal d'ailleurs pris dans les filets. Certaines communautés ont récupéré ces filets pour créer des œuvres en 3 dimensions. Ici, une cage de métal dans laquelle on retrouve l'ensemble des filets emprisonnés. Ce crocodile, également réalisé filet de fer et filet. Ou encore ces œuvres, toutes réalisées en filet de pêche recyclé. Notre fameux requin Besame, qu'on avait tout à l'heure dans les coiffes de Ken. Ou encore Mérade, la tortue. Pour les insulaires des Trois de Torres, ces animaux ne sont pas seulement des animaux que l'on pêche ou que l'on mange, mais sont évidemment aussi des figures totémiques. Donc perdre ou emprisonner dans les mailles du filet ces animaux, c'est aussi être soi-même emprisonné, et il y a un risque de perte de culture. On les retrouve ici dans le salon d'honneur du musée océanographique. On voit le requin se précipiter sur ce banc de poissons qu'il a envie de dévorer. C'est en cours d'installation la semaine dernière. Lavinia et Jimmy, qui sont 2 artistes d'Héroupe, donc la même communauté que Ken. Il a aussi une communauté de 400 personnes à peu près. C'était leur premier voyage hors d'Australie. Photo qui a fait la une du quotidien principal en Australie cette semaine. Un autre élément important, c'était l'idée de la collaboration. Il y a beaucoup d'artistes qui collaborent à ces œuvres, artistes occidentaux et artistes aborigènes. Ici, c'est un atelier qui a eu lieu dans le sud de l'Australie, à Seduna, création d'une baleine en filet de pêche, une histoire assez étonnante. Jidira, la baleine, que l'on retrouve... J'aime bien cette image un petit peu floue, mais c'est la seule que j'ai pour l'instant, où l'on voit cette baleine dans les colonnes du musée. Et Alik Tipoti, que vous allez rencontrer dans quelques instants. Alik est un graveur hors pair, quelqu'un de très généreux, 1m98, 110 kg. Moi, je fais à peu près autant de kilos, mais un peu plus petit. Et là, on le voit en train d'ancrer une plaque de linoléum. Donc la linogravure, c'est tout simple comme principe. Vous prenez des plaques de caoutchouc, lino, une petite gouge, et hop, vous taillez. Le problème, c'est que parfois, les œuvres font 3, 4, 5, 6 mètres de long, sans repentir, juste les figures qui sont dessinées et qui reprennent, comme ici, un détail absolument incroyable. Sur cette œuvre, on retrouve donc différents guerriers de l'île de Badou. Vous retrouvez ici la vigie avec sa conque, le bout, BU, celle qu'on a au sol ici. Vous retrouvez les différents guerriers qui sont assis avec leurs pagaies. Ça, ce sont des gourdes, des petits noix de coco. Le tambour traditionnel qu'on appelle waro. Et puis, bien sûr, quelques petits crânes dans le fond. Et puis, une foultitude de motifs en arrière-plan. En fait, ce qui est caché derrière, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, ici, vous avez une lance qui vient transpercer un poulpe. Je ne sais pas si vous voyez les tentacules. Si vous ne voyez pas très bien, je vais vous montrer une autre photo. Voilà tout ce que vous ne voyez pas et qui sont pourtant imbriqués dans les motifs. On va revenir voir l'œuvre. Cette œuvre vous montre la dextérité incroyable qu'il y a dans le travail de linogravure des artistes du Détroit de Torres, et notamment d'Alik. Donc en bas, on a le monde réel, représenté ici, et là, le monde ancestral, en arrière-plan, caché, avec différentes figures. La complexité, évidemment, de la linogravure, c'est de travailler à l'envers. C'est de la gravure en relief, donc on enlève toutes les parties blanches sur les parties qui ont été enlevées. Tout ce qui est en noir, ce qui va être ancré, c'est évidemment ce qui va être imprimé. Avec une complexité absolument étonnante, notamment dans cette œuvre magistrale, qui a également obtenu le premier prix d'art aborigène et qui se trouve dans les collections du musée des Confluences.
et qui représente ces fameux 4 vents dont je parlais au tout début, ces vents principaux qui guident les navigateurs à travers le détroit de Torrès. On y retrouve ici la fameuse plateforme de pêche, le NAT. On y retrouve les différents animaux du détroit, la tortue ici, le dugong là, le crocodile notamment. Et à chaque fois, vous avez un mouvement extraordinaire dans cette œuvre remarquable. La tortue est au cœur même des préoccupations des insulaires du détroit de Torrès, et on y retrouve ici une tortue en train de pondre ses œufs. Le problème des œufs de tortue, c'est que leurs plus grands prédateurs sont les varans notamment, qui viennent les dévorer. Ali aime les œuvres monumentales et il a eu la possibilité de réaliser cette œuvre magistrale sur le train, un des trains de l'État du Queensland, Tilt. C'est un très beau projet où on retrouve justement cette tortue avec la ponte des œufs. C'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup la sculpture. Et vous allez voir des masques extraordinaires, notamment ces masques Mawa, qui rappellent un peu ces masques anthropopaïques qu'on avait, nous, à l'époque romaine. Ces masques de Gorgone ou de Méduse. J'aime beaucoup cette représentation. Donc évidemment, les motifs traditionnels du détroit, avec une force assez étonnante, et qui font référence aux masques traditionnels que les anciens faisaient dans le détroit de Torrès en écailles de tortue. Notre ami le dugong, avec un petit poisson, c'est pas Nemo, mais presque, qui a été l'inspiration de l'œuvre d'Alick, qui vient d'être réalisée en bronze et qui est présentée au musée océanographique. Position du dugong en train de plonger sous la lune. Bronze et nacre. On a ici le rémora qui vit accroché au dugong, proche du dugong. C'est assez dramatique, hein, des danseurs, des Zugubal dancers, que vous verrez dans quelques instants. Projet assez extraordinaire, une linogravure qui a été réalisée afin de pouvoir créer sur le toit du musée océanographique une œuvre de près de 600 mètres carrés. Là, c'est la photo in situ cette semaine. Le cadre est pas mal. Je vous remercie. Les Zugubal Dancers.